Alors, bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus à la conférence inaugurale du Festival des Initiatives. Donc, pour nous, Tout Terrain, c'est un grand moment, puisque ça fait quand même 6 mois qu'on travaille sur le projet. Donc, c'est l'aboutissement déjà de 6 mois de travail. C'est aussi l'envie de faire ensemble. Donc voilà, pour nous, c'est un grand moment. On est ravis que vous soyez ici. Tout terrain, c'est 3 personnes sur place, dont Arthur qui est le concierge, Tiffaine qui est juste ici. Et puis ensuite, pour les présentations, je fais un premier tour de table maintenant, mais chaque personne sera présentée pendant le temps d'échange. Donc dans l'ordre, Charlie Fortis du CAUE, Arthur Poiret de Tout Terrain, Emmanuel Leduc de Machecoul Histoire, Claude No, maire de Corcouët-sur-Logne. On a les représentants de la minoterie avec Thierry et Julien. Et je cache un peu, mais Laurent Robin, maire de Machecoul-Saint-Mème et président de la communauté de communes Sud-Ré-Atlantique. Alors du coup, pour commencer, on va faire un peu de chronologie. On va commencer par le début, à savoir l'histoire. Alors Emmanuel Leduc, est-ce que vous accepteriez de faire un bref historique de la distillerie des Initiatives, anciennement Seguin, même si c'est pas facile? Je vais essayer parce que l'histoire quand même de Seguin, c'est... Oui, ça ira mieux comme ça. Donc l'histoire de Seguin, c'est 121 années d'histoire de 1886 à 2007. En 1886, cette distillerie a été créée donc près de la nouvelle gare, puisque la gare datait de 1876. C'est une des raisons de sa localisation. L'autre raison, la raison principale, je dirais circonstancielle, c'est la crise du phylloxéra dans les vignobles du sud de la France et en particulier dans le pays charentais, donc le pays du cognac. Et à l'époque, donc M. Paul-Émile Rémy Martin II, qui était dans le 5e de la lignée des Rémy Martin depuis 1724, cherche des zones favorables pour pouvoir continuer son activité donc de bouilleur de cru, et on parle des eaux de vie de Charente à l'époque. L'appellation cognac n'existe pas encore. Et il se trouve que dans le pays de Ré, dans le sud du pays nantais, il existe un cépage qui est très proche de celui qui est utilisé dans les Charentes à l'époque. Je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus de la folle blanche, c'est de l'uni blanc. La folle blanche, le gros plan, une fois qu'il a été greffé, a un grave inconvénient qui est la pourriture grise qui peut arriver lorsque les étés ne sont pas suffisamment chauds, ils sont humides. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc il trouve dans la région les cépages qui lui sont favorables, la proximité de la gare, la proximité de Nantes, avec des possibilités de transport donc par bateau. Et à l'époque, presque tout se fait, c'est les transports de fûts, d'environ 200 à 250 litres. Donc voilà. Donc il vient à Machecoul et pendant une année et demie, il fait des allers-retours pour essayer de trouver des terrains. Et donc là, il y a des négociations avec les notaires. Il réussit dans son entreprise. Et voilà la distillerie qui est partie. Au départ, moins de 10 employés. Et c'est très artisanal. À partir de 1910, il y a une personne qui arrive qui s'appelle André Renaud et qui vient remédier au problème de financement de M. Rémy Martin. Et André Renaud succède à M. Rémy Martin en 1925 et il rachète les parts de la veuve de Rémy Martin et de ses fils. À Machecoul, il a un directeur qui s'appelle Hector Besson. Et André Renaud, c'est quelqu'un qui est déterminé, il veut se faire une place dans le cognac. Le cognac à l'époque, c'est dominé par les gros, dont vous connaissez les noms, Hennessy, Martel, Courvoisier, etc. Rémy Martin, c'est un tout petit, et pour lui, donc, il décide de faire de la qualité.
Il fait créer en 1927 ce qu'on appelle l'appellation VSOP, Champagne, enfin fine Champagne, à ne pas confondre bien sûr avec la région de Champagne. Et à Machecou, eh bien, son directeur est chargé d'appliquer à peu près le même principe, et c'est à l'époque la création de la fine Saint-Rémy. Je passe les années, on arrive dans les années 50, où là, on va passer du stade artisanal à un stade un peu plus moderne. En l'espace d'une quinzaine d'années, sous l'impulsion du gendre de M. Renault, qui s'appelle M. Hérillard Dubreuil, qui a trouvé un nouveau directeur à Machecou, qui s'appelle Michel Lesage. Ils vont donc augmenter l'entreprise. L'entreprise va passer d'une dizaine d'employés à une trentaine, et ça se voit dans l'architecture. Je n'ai pas le temps de passer à l'étude de tous les bâtiments, mais c'est vraiment la grande période des constructions, des chais, même si le bâtiment principal, même si l'architecture principale date des premières années. Et M. Hérillard Dubreuil, pour lui, il faut passer par la mise en bouteille et il faut passer par le design. Alors, on crée à ce moment-là l'appellation Seguin. Seguin apparaît uniquement dans les années 60. Officiellement, la distillerie s'appelle toujours la distillerie Saint-Rémy. Et puis, c'est la fine Bretagne, c'est la fine Grand Empereur, puis on va augmenter encore la variété et l'internationalisation de l'entreprise, qui va passer jusqu'à 48-49 employés. On n'atteint jamais 50, parce que dans la famille, il n'est pas question qu'il y ait de syndicats. On fait une gestion paternaliste à l'ancienne, par contre, où on est très très proche de ses employés, et ça se voit, les gens ne viennent pas simplement travailler, ils viennent aussi, ils forment une famille. D'ailleurs, les recrutements sont très endogènes à ce niveau-là. Et puis, il y a des fêtes pour récompenser le personnel. Il y a les arbres de Noël et il y a surtout les médailles du travail. Je ne vais pas tout vous citer, mais je me souviens que dans les années 1990, le directeur de l'époque, M. Alzac, avait remis des médailles du travail à la moitié du personnel, en une seule fois. Ça prouve, alors bien sûr pour différentes années. Donc l'entreprise s'est beaucoup modernisée, internationalisée. La partie distillerie pure a disparu. À partir de 1980, la société ici ne fait plus que du vieillissement, par contre fait beaucoup d'assemblage. Et là, il y a une très grande collaboration entre les maîtres de chais, les gens qui travaillent au laboratoire, ceux qu'on appelle les nés. Et c'est vrai que dans les années 80, l'entreprise peut elle-même assurer ses achats, ses ventes et devient autonome. À un moment donné, même M. Alzac avait songé à racheter l'entreprise à la société mère Rémy Martin. Et puis, dans les années 90, le paysage des entreprises change et la société Rémy Martin se rapproche de la société Cointreau. Et ils forment une véritable holding qui devient donc Rémy Cointreau. Vous pouvez regarder, c'est coté en bourse. Ça marche assez bien. Il y a quelques fois, ça ne va pas, mais comme m'avait dit un copain qui avait travaillé ici comme comptable et qui travaille actuellement à Cognac, vous savez, le Cognac, nous, on travaille sur des dizaines, voire presque une centaine d'années. Alors, quand il arrive un petit soubresaut, une petite chute, oui. On peut baisser de 10, 20, 30% à la cotation, c'est pas grave, de toute façon ça remonte. Alors, par contre, ces grandes manœuvres un peu financières, et puis aussi, il y a l'évolution de la vie. M. Hérillard Dubreuil, il vieillit, et peu à peu, il laisse les rênes à ses enfants, et ses enfants ont moins d'attachement à Machecou. Et les raisons qui ont fait naître la société, la faire implanter à Machecou, existent beaucoup moins. Il n'y a plus besoin de la présence du cépage. Le chemin de fer, la plupart des transports se font par camions, citernes et puis par bateau, toujours. Et Cointreau est une entreprise qui est plus jeune que Rémy Martin, parce qu'elle n'a que 150 ans environ. Mais Cointreau s'est modernisé, a créé une nouvelle unité à Saint-Barthélemy d'Anjou, et en particulier une nouvelle unité de mise en bouteille. Or, ici,
quelque part, il n'y avait plus beaucoup d'investissements. Et il y avait aussi les réglementations Céveso en particulier, qui étaient de plus en plus contraintes. Résultat, eh bien, à un moment donné, la direction a décidé de fermer l'usine de Machecoul. Donc cette décision a été prise en 2002. Et puis on proposait tout simplement aux employés soit de gagner Cognac, soit d'aller à Saint-Barthélemy d'Anjou, soit éventuellement pouvait être repris en particulier par la société voisine Novoferm. Donc ça s'est fait relativement en douceur parce que la décision a été prise en 2002 et l'entreprise a fermé en 2007. Donc il est resté de moins en moins d'employés. Il y a des employés qui, si on peut dire, qui ont assuré peu à peu le départ de ce qui restait dans les chais à vieillir. Et l'entreprise a cessé de fonctionner. Alors que c'était une entreprise qui avait un très grand chiffre d'affaires, qui fonctionnait bien, elle dégageait beaucoup de bénéfices. Et les employés ont eu l'impression, malgré tout, d'être trahis. Ça, faut bien le dire. Et alors, on a essayé, on a donc travaillé Machecoul Histoire, on a travaillé également avec Fanny Pacro, une anthropologue. On travaillait bien sûr sous l'égide de la communauté de communes qui était présidée à l'époque par Claude No. Et dans le ressenti des employés, eh bien, on voudrait quand même que ça revive sous une autre forme. Mais je pense que la valeur patrimoniale de ce qui reste, c'est donc un patrimoine architectural, mais également une implication des gens. Je pense que là, il y a eu tout un travail. Je pense que ça, c'est peut-être un patrimoine immatériel, mais l'ensemble du personnel était impliqué et c'est vrai que ça mérite d'être sauvegardé quelque part et j'espère que dans le devenir de ce lieu, eh bien, il y aura trace pour la mémoire de ce patrimoine. Voilà. On l'espère. Nous sommes donc avec Claude No, donc, qui, je le rappelle, est maire de Corcouët-sur-Logne, vice-président de la communauté de communes Sud-Ré-Atlantique et prédécesseur de Laurent Robin. Comme le disait Emmanuel Leduc, vous vous êtes intéressé de près à l'histoire de la distillerie Seguin. Vous avez mené ce travail ethnologique avec Fanny Pacro. Et il vous est venu cette idée de ne pas en rester là et d'essayer de redonner vie justement à ce patrimoine en attente. Alors comment vous est venue cette idée et comment s'est-elle concrétisée ? Bonsoir. Vous savez tous ce qu'est la part des anges. C'est ce développement de petits champignons qui noircissent les murs dans un endroit où on produit de l'alcool. Et en fait, l'évaporation de l'alcool provoque le développement de ces champignons qui progressivement envahissent, peuplent les murs et les noircissent. Et c'est typique des lieux de fermentation des alcools forts. Et pour qui a visité de grands lieux de production d'alcool, Cognac ou ailleurs, eh bien, vous avez pu observer ce genre de phénomène. Eh bien, ici, c'est moins visible, mais quand demain vous irez sur les pas de ceux qui ont travaillé dans ce lieu, visité, guidé par le maire de Machecoul qui a travaillé dans ce lieu, et qu'il vous montrera les traces noires sur les murs, ce sont les traces laissées par ces champignons, et c'est la part des anges. Et c'est bien de là précisément qu'on est parti. Lorsque Vincent Le Yondre, chargé du développement économique, me dit en janvier 2017, on venait de créer cette nouvelle communauté de communes, Sud-Ré-Atlantique. Moi qui venais de Corcouët, Legé, je n'étais pas machecoulais, j'avais bien sûr entendu parler et j'étais venu visiter, mais je n'avais jamais travaillé dans cette entreprise. Et Vincent me dit, on a, c'est la communauté de communes, acheté du temps de la Comcom de Machecoul,
ce lieu après sa fermeture, après 2007. Et puis ça a été en partie racheté par Novoferm. Il y a eu des échanges. Et la partie conservée, c'est une volonté patrimoniale. Alors je dis à Vincent, c'est quoi donc le patrimoine? C'est la conservation des bâtiments. Ah, je me dis, il doit y avoir un truc. Entre les champignons qui poussent sur les murs et le bâtiment qu'on veut conserver, ça doit quelque part avoir laissé des traces dans les esprits. Et si finalement, les traces les plus fortes du patrimoine n'étaient pas dans les murs, mais dans les têtes. Et notamment ici, où cette entreprise, quand on s'y intéresse d'un peu plus près, grâce à l'éclairage apporté par nos amis historiens, lorsqu'on s'aperçoit par exemple qu'en 1893, les lumières s'allument à Machecoul à partir de la distillerie Seguin, au sens propre du terme, comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité, d'éclairage en Loire-Atlantique, sauf à Nantes et Machecoul. Rémy Martin fait la prouesse en 7 ans, puisqu'il a commencé en 1800, tu nous le rappelais tout à l'heure, 86, 1893, on électrifie Machecoul et on le fait à partir de la distillerie Seguin. Autrement dit, on apporte de la lumière sur le territoire à partir d'une entreprise un peu toupet comme entreprise, audacieuse. On l'a entendu tout à l'heure avec Emmanuel. On vient de Cognac, on s'installe ici, on perd des ronds dans un premier temps, c'est pas très rentable. Heureusement, il y a des financiers et des gestionnaires qui vont sauver l'entreprise. Mais Rémy Martin est déjà avec une lumière dans la tête et peut-être les premiers champignons qui commencent à se développer dans les chais. Il imagine. Autrement dit, le patrimoine, c'est d'abord celui qu'on imagine. Et on se dit, avec le recul, on repense à un poète allemand, Hölderlin, qui disait « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Je pense que si Rémy Martin ne connaissait pas la formule, il se l'était approprié. Et à tel point que les Machecoulais ne vont pas s'y tromper, parce que lorsque Rémy Martin va créer l'alcool Rémy Martin, la fine Saint-Rémy, les Machecoulais vont donner au boulevard qui jouxte l'entreprise, ou qui sépare ou réunit l'entreprise à la gare, ils vont l'appeler le boulevard Saint-Rémy. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de la France, je ne pense pas qu'on ait canonisé beaucoup de fabricants d'alcool. Je ne pense pas non plus que beaucoup de fabricants d'alcool aient donné un nom de saint au boulevard qui jouxte leur entreprise. À Machecoul, on a fait ça. C'est un coup très fort. La lumière arrive sur Machecoul, on va sanctifier on va sanctuariser, mais on le sanctifie aussi, c'est Saint-Rémy. Et puis finalement, on lance l'entreprise dont nous a fort bien parlé Emmanuel. Et cette entreprise, elle va être un lieu de production, forcément. Elle va être un lieu aussi de rencontre des hommes et des femmes. Endogène, a dit tout à l'heure Emmanuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher très loin. Ce sont des gens d'ici. Des gens qui, quelquefois, viennent du vignoble le plus proche, qui cultivent le gros plan, la folle blanche, et qui vont venir bosser ici. Ils vont se rencontrer. Et quand on interviewe, j'y arrive, à partir de décembre 2017, les anciens employés, on va les réunir avec Fanny Pacro. On va les faire parler sur ce lieu. Et on s'aperçoit que plus ils parlent du lieu, et plus le lieu leur réappartient. Autrement dit, ceux qui ont quitté le lieu de force en 2007, entre 2002 et 2007, se le réapproprient dès lors qu'on leur demande d'en parler. Autrement dit, le verbe se fait à nouveau action. Ce qu'un homme avait imaginé au XIXe siècle s'est réalisé et a laissé des traces à la manière des champignons microscopiques dans les esprits, à tel point que lorsque même l'entreprise ferme, symboliquement elle vit. Et plusieurs employés vont nous parler à ce moment-là de l'entreprise qui a vécu et de l'entreprise qui continue de vivre dans leur esprit. En disant l'un, par exemple, j'ai jeté les clés dans le faleron. Bernard qui dit ça. Bernard Nolot. J'ai jeté les clés dans le faleron. Alors, quand on s'y intéresse d'un peu plus près, qu'on lui dit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ces clés dans le faleron? Il n'a rien jeté. Il faisait partie des derniers survivants, des derniers mohicans de l'entreprise. Il n'a pas jeté les clés. Symboliquement, il a précipité ses souvenirs dans un lieu, une crypte, en quelque sorte, d'où il
pouvait espérer un jour les ressortir pour pouvoir faire revivre ce lieu. Autrement dit, on pousse la métaphore à travers son expression, c'est de lui l'expression. J'ai jeté les clés dans le faleron, la rivière qui passe à côté, l'eau qui alimentait l'entreprise pour pouvoir faire fermenter le vin, le gros plan, et en tirer finalement de l'alcool. Bien, c'est à cela qu'on s'est attaché. C'est à cet aspect-là qu'il nous a paru important de nous attacher et d'aller un peu plus loin pour comprendre que finalement ce qui est en train de se passer, et c'est une question que je me suis posée, est-ce qu'on assiste maintenant au réveil des anges? Mais quand l'expression réveil des anges, comme la part des anges, revient à notre esprit, alors le réveil des anges est significatif d'autre chose. Parce que dans l'histoire des hommes, le réveil des anges est à double sens, et à double sens potentiellement contradictoire. C'est soit le réveil des peurs ancestrales de l'homme, soit le réveil des consolations et des espoirs. Et donc, le réveil des anges dont on peut parler aujourd'hui, c'est celui qui a été amorcé à partir de la parole de ceux qui ont accompagné la fermeture et qui, grâce au travail des historiens, grâce au travail que, j'espère, nous essayons d'accompagner en tant qu'élus, eh bien, vont renaître à la manière du Sphinx, des cendres de quelque chose qui n'a jamais été une ruine, qui ne le sera jamais, parce que c'est un lieu au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire des murs marqués par des vies. Voilà. C'est ça. Alors, pour redonner vie à ces lieux, à faire renaître le Sphinx, vous avez été accompagné par le CAUE, en la personne de Charlie Fortis. Charlie, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel a été le rôle du CAUE? Alors, le CAUE, ça veut dire Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement de Loire-Atlantique. Est-ce que tu veux bien nous expliquer le rôle du CAUE dans cet accompagnement, s'il te plaît? Très bien, bonsoir à tous. Du coup, le CAUE, donc on est une association qui réunit des architectes et des paysagistes pour accompagner les communes d'un département dans leurs réflexions urbaines et architecturales et plus généralement sur leur cadre de vie. Et donc il y a 2 ans maintenant, la première fois que je suis venu à Machecoul de ma vie, c'était ici, et c'était justement à écouter Claude No à l'époque président de la Comcom, et j'ai pu prendre la mesure de 2 choses. C'est toute cette histoire, tout ce récit qui parlait du lieu, et puis j'ai aussi compris toute l'importance de la question patrimoniale à Machecoul. Et donc la demande qui avait été faite initialement au CAUE, c'était de réfléchir ou d'accompagner la collectivité au devenir du lieu et comment il pouvait reprendre entre guillemets place à la vie de son environnement du travail, mais plus généralement son territoire. Et donc par rapport à ça, notre travail a été de faire un diagnostic du territoire et au-delà du bâtiment justement, au-delà des murs, de se questionner quel est le rôle et quelle est l'importance stratégique de ce lieu dans son territoire environnant. Et donc on a écouté cette histoire qui nous a été dite et on a assez vite aussi compris que ce lieu, en fait, il n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un lieu où il y avait une imbrication entre la vie d'une communauté, d'une ville ou d'une commune, et puis une vie d'entreprise. Et cette imbrication-là, en fait, elle était le marqueur de ce lieu, et plus généralement, plus ça va à Machecoul, plus je le découvre, c'est un marqueur de ce territoire. C'est un espace où on habite et on travaille en même temps. Et prenant cette mesure-là, prenant aussi cette mesure de se dire que c'était un lieu qui avait une forte histoire, mais qui n'était plus occupé, c'était comment on allait occuper ce lieu-là. Et jusqu'où il fallait partager cette réflexion dans la réflexion du lieu. Donc par rapport à ça, on a accompagné la collectivité en recensant les qualités du bâtiment, mais aussi en posant des questions sur le rôle de ce lieu vis-à-vis de son territoire. Donc notre premier travail a été déjà de réélargir la question, d'inviter à réfléchir dans un premier collectif qui était l'école d'architecture, à quel imaginaire on va se référer. On peut se référer tout autant au lien avec l'arrière-pays, on peut se référer aussi au lien avec la gare, au lien avec la ville. Donc il y avait à quelle histoire on se raccroche. Donc notre premier travail a été déjà de poser différentes situations d'évolution
et se dire que peut-être que ce lieu, c'était pas tout simplement de le transformer comme un projet d'architecture classique qu'il fallait remplir ensuite, mais c'était peut-être un lieu qui devait se construire en même temps que sa propre histoire. Et donc on a invité la collectivité à ne pas travailler tout de suite avec un architecte et faire un bâtiment qui était tourné vers un type de programme, mais, alors j'aime bien cette phrase, moi, mais c'est de prendre son temps sans perdre son temps, c'est-à-dire de se dire que peut-être qu'il y avait tout un travail autour de ce lieu de réconciliation entre la vie des entreprises et la vie des habitants proches. Comment ce lieu pouvait jouer ce double rôle et peut-être être un croisement entre le travail et l'habitat. Donc par rapport à ça, on a essayé de travailler, de sensibiliser à faire autrement du projet, et on a invité la collectivité à faire une autre méthode d'évolution d'un site en les amenant vers une démarche qu'on appelle la démarche d'urbanisme transitoire. C'est-à-dire que peut-être qu'on pouvait, tout en ayant une idée à long terme de ce que pouvait être le lieu, s'autoriser à garder un degré d'incertitude pour amener des architectes que vous verrez tout à l'heure, pour investir ce lieu, et là je vais les paraphraser, faire un travail à la fois de faire du lien autour de ce projet-là et fabriquer du lieu, c'est-à-dire progressivement le construire, mais en lien avec son environnement. Et tout le projet invitait les élus à réfléchir sur le lieu autour d'une notion d'ancrage, ancrage territorial, ancrage architectural, ancrage urbain, et que fabriquer ce lieu, c'est au-delà des murs, c'est fabriquer une histoire qui est partagée et qui est largement construite en fait. Voilà. Merci. Donc on va poursuivre notre voyage dans le temps pour arriver proche de maintenant avec Laurent Robin, donc, qui, je le rappelle, est maire de Machecoul-Saint-Meme, président de la communauté de communes Sudré Atlantique. Donc vous reprenez les rênes de ce projet, la distillerie nouvellement des initiatives. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les enjeux de la conversion de ces bâtiments et l'ambition politique aussi qui est portée? Je vais essayer, oui. D'abord, je remercie Charlie, parce que prendre la parole derrière Claude, c'est toujours extrêmement difficile, vous avez pu vous en rendre compte, parce qu'il nous emmène très très loin et avec une vision très élevée. Pardon. De ce lieu, alors je vais juste vous faire un petit témoignage personnel, puisqu'il fait partie de mon histoire personnelle. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi je suis natif d'ici. Quand j'étais étudiant, j'ai fait visiter cette distillerie aux touristes l'été. Ensuite, je suis allé, après différentes étapes, travailler chez Novoferm, qui a racheté cette distillerie et donc qui est devenu un endroit. Les autres bâtiments sont devenus des lieux de fabrication de l'usine Novoferm, dont je suis encore salarié. Et ensuite, devenant président de la Comcom, je redeviens en charge de ces lieux. Donc ça a beaucoup de sens pour moi, évidemment. L'initiative de réinvestir ces lieux, alors l'histoire, Emmanuel et Claude l'ont raconté, c'est une histoire toujours difficile. Par chance, l'industrie machecoulaise, qui est quand même une industrie extrêmement puissante et performante, a eu des aventures qui se sont bien terminées, et pas que des aventures qui se sont mal terminées, même si celle-ci n'est pas terminée, c'est une bataille, c'est pas la guerre qui est perdue. Mais nous avons la chance d'avoir des fleurons industriels qui fonctionnent très bien. Nous avons la chance d'avoir une animation économique qui fonctionne très bien, mais qui manquait d'un lieu pour se retrouver. Aujourd'hui, je pense qu'on l'entend de plus en plus dans les médias, le problème dans l'économie, c'est de trouver des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'emplois, on manque de salariés qualifiés pour remplir ces emplois. Et une des idées initiales qui émanait du directeur des ressources humaines de Novoferm à côté était la Cité des compétences, dont vous avez ici quelques représentants. La Cité des compétences ayant pour ambition d'aider à la formation continue des gens qui sont déjà dans l'emploi, mais aussi d'aider des gens qui sont loin de l'emploi, à les ramener, à les former pour les rendre aptes à remplir ces emplois. La Cité des compétences, donc une idée, une association qui a été créée il y a quelques années, et puis au fil de l'histoire, du Covid, du rachat de ces lieux par la communauté de communes, on réunit tout terrain, qui vont prendre la parole tout à l'heure, et ils arrivent en disant la Cité des compétences c'est bien, mais on pourrait appeler ça la distillerie des initiatives. Et je trouve que tout est dans le titre. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est-à-dire que distiller les initiatives, ça veut dire réunir des gens
les amener vers une compétence plus importante dans les différents domaines qui sont soit utiles à leur vie personnelle, soit utiles à leur vie professionnelle, et de faire en sorte que tout ça aboutisse à des initiatives qui vont être soit des initiatives dans les entreprises du secteur, soit des initiatives de création d'entreprises. Donc voilà les enjeux. Je pense que quand on fait ça, on est dans l'air du temps. Alors maintenant, on parle beaucoup de tiers-lieux. Ce sera un tiers-lieu, même si le concept est un peu à géométrie variable. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir ici, je l'ai dit de manière un peu caricaturale à Arthur et à ses associés, je voudrais ici avoir des dreadlocks, des gens en cravate, des gens en costume, et qui se réunissent, des gens qui ont des envies, qui ont des initiatives, qui ont besoin de se former, qui ont besoin de se rencontrer, de manière à s'enrichir mutuellement. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc former des gens, aider des gens qui sont loin de l'emploi à revenir dans l'emploi, avoir des initiatives culturelles, faire de l'animation, faire se réunir des gens qui sont dans des silos souvent parallèles, qui se rencontrent peu, les amener à se rencontrer autour d'un bar associatif, autour d'un spectacle, je ne sais, de manière à ce que tout ça crée de la richesse humaine et crée des initiatives qui enrichiront l'ensemble du territoire. Puis j'ai juste un petit mot, juste avant cette conférence inaugurale. Donc il y avait l'inauguration de la corderie plantive, qui est une belle initiative, c'est-à-dire que c'est une corderie qui date de la fin du 19e siècle ou début 20e, qui a été totalement rénovée par des bénévoles. Et ça montre que sur ce territoire, il y a une vraie force de travail, il y a une vraie envie de faire des choses ensemble, qui se traduit par exemple ici par la rénovation totale d'un site artisanal ancien qui est vraiment intéressant à visiter. Et je pense que cette énergie-là, elle existe sur le territoire. J'hésite à me lancer là-dessus, mais j'ai encouragé mes collègues élus, et on va faire bientôt une conférence de Valérie Joussaume, qui est une chercheuse de la faculté de Nantes et qui a écrit un livre qui s'appelle Plouc Pride. Et Plouc Pride, c'est la richesse de nous autres ploucs que nous sommes dans nos campagnes et qui avons aussi un attachement à nos territoires et qui avons cette fierté d'être attachés à nos territoires. Et je trouve que l'inauguration tout à l'heure de la corderie, c'était l'illustration parfaite de cet attachement, de cette Plouc Pride dont je suis extrêmement fier personnellement. Et je pense que la Plouc Pride, ça va aussi nous porter sur cette distillerie, sur cette distillerie des initiatives dont je remercie vraiment très fortement. Je vous remercie d'avoir trouvé ce nom, parce que je trouve vraiment qu'il est parfaitement adapté à ce que nous voulons faire. Pardon, j'étais un peu bavard et confus peut-être, mais... C'était très bien, merci. Et en parlant d'énergie sur le territoire, on a un très bel exemple avec nous, en tout cas 2 représentants. Julien et Thierry, qui sont de la minoterie, donc la recyclerie Le Grenier à Corcouët-sur-Logne aussi. Vous avez réussi ce pari de monter un formidable lieu, plein de vie. On a pu le voir déjà la semaine dernière et à bien d'autres reprises. Alors comment vous avez fait? Quel a été votre parcours? Comment on fait pour réussir à créer un lieu tel que le vôtre où les gens se rencontrent, où les gens sourient et où vous pouvez en vivre aussi? Alors déjà, je voudrais remercier de l'invitation de nous inviter pour parler de cette expérience qui se passe à l'autre bout du territoire. Là, on est à Machecou. Là, notre expérience se passe à Corcouët-sur-Logne. Je voudrais remercier au sein de l'association, parce que finalement, ce qu'on a fait depuis quelques années, on se rend compte que c'est dans l'air du temps. On va repartir un peu dans le passé. Donc en 2016, on est un petit groupe de citoyens du territoire qui ont l'idée de créer une recyclerie, un maillot manquant qui pouvait manquer sur le territoire Sud-Loire, entre Sainte-Pazanne, où il y avait déjà une recyclerie, et puis Montaigu, où on avait aussi une autre recyclerie, une valorisserie. Donc on crée une association qu'on appelle Le Grenier en 2016. À ce moment-là, on n'a pas de lieu, mais on a plein d'idées. Donc dans les statuts de l'association, le but c'est de réduire le volume de déchets sur le territoire, de pratiquer le réemploi, la valorisation, et de sensibiliser les personnes à réduire les déchets sur le territoire. Mais aussi, dans le statut, on a envie de créer un lieu, on en parlait tout à l'heure, je crois qu'on se retrouve là-dessus, un lieu qui va faire du lien. Mais ça, c'est sur le papier en 2016. Donc, pour nous faire connaître,
On arpente le territoire autour de vide-greniers pour faire connaître notre projet. Et on fait des ateliers de réparation, puisque dans l'association, on avait des personnes avec des compétences autour de la réparation ou de détournement, de la réutilisation. Et puis en 2017, après avoir rencontré les élus du territoire, un lieu nous est proposé. La Comcom achète l'ancienne minoterie de Corcouët-sur-Logne. Et l'été 2017, on se retrouve à faire notre première vente sur le lieu. Donc là, 2017, cette année, on a fêté les 4 ans de l'association. Donc en quelques chiffres, comme ça va être sans vous asséner. Donc on ouvre 3 jours par semaine, les mercredis, vendredis, samedis. On a à peu près 1000 paniers par mois, avec un budget moyen de 10 euros par panier. Donc, parce que les prix sont très abordables. On estime à peu près 100 tonnes de déchets traités par an, qu'on revalorise, qu'on remet dans le circuit. Et actuellement, 2021, on se retrouve à 6 salariés, 4 équivalents temps plein, 2 temps partiels, les 2 petits derniers, 250 adhérents, 50 bénévoles très actifs, qui nous aide sur les ventes et puis sur toute la vie de l'association, et un conseil administratif de 24 personnes où la parité est une chose qu'on a toujours respectée. Et la gouvernance de l'association entre les 6 salariés, donc on travaille de façon horizontale, donc on a voulu créer aussi de nouvelles choses, expérimenter aussi des choses au point de vue du fonctionnement. Donc les 6 salariés, il n'y a pas de directeur, on a tous le même statut, tous le même contrat, toute la même rémunération, et c'est beaucoup de communication pour essayer de faire une énergie, on va dire, tous ensemble. Comme le début de l'association. La recyclerie, là, se transforme depuis quelque temps en tiers-lieu. Donc on revient à la question qu'on a abordée depuis le début. Ça va être Thierry qui va en parler. Merci Julien. Alors moi je suis le petit dernier arrivé, comme disait Julien, donc je suis très peu rompu à ce genre d'exercice. Et pour m'y mettre justement, on parlait de réunir des cravates et voilà, des gens qui n'en ont pas. Donc je suis un peu venu pour ça aussi. Donc nous, on est dans un lieu qui est un petit peu atypique, un petit peu comme ici, complètement différent, mais très atypique aussi. Et ça permet de nous de développer des activités annexes. Alors du coup, comme on voit beaucoup de monde, on accueille plein de monde et on prend les idées, on en discute et on essaie de monter des choses avec tout ça. On a actuellement un orchestre qui travaille à base d'instruments faits avec des objets de récupération. Donc on a rencontré 2 musiciens professionnels. On a monté cet orchestre de 30 personnes, de quasiment non-musiciens. Alors c'est compliqué au début, mais ça donne quand même des choses assez sympathiques. Et on va venir d'ailleurs jouer dimanche à 15h ici pour vous montrer tout ça. Et avec ces 2 musiciens professionnels, on a pu avoir une subvention qui nous permet de les salarier pour une répétition hebdomadaire et des concerts qu'on donne de plus en plus souvent. D'ailleurs, ce week-end, on a 3 concerts, ce qui met la barre assez haut pour nous. Et voilà, il y a aussi la parité et on a des gens de 8 à 65 ans. Donc voilà, c'est assez sympathique. À côté de ça, toujours dans le développement du tiers-lieu, il y a eu une mise en place d'un marché de producteurs. Alors il y a eu un suivi pendant 3 ans. Je lis mon prompteur en même temps, parce que il y a eu la CRES, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre de l'agriculture. Alors on a monté un groupe de travail et on a lancé le marché en février 2020.
Alors il y a eu des petites difficultés avec la saison Covid, évidemment. Ça c'est reparti, ça ne s'est jamais arrêté, mais voilà, ça repart de mieux en mieux aussi. Actuellement, on a une paysanne boulangère, un maraîcher, des fleurs locales qui démarrent aussi depuis un petit peu moins de temps, mais qui démarrent bien. On a une épicerie en vrac, on a une couturière itinérante et tout doucement, on a voulu démarrer avec peu de personnes parce qu'on n'a pas énormément de place et qu'il fallait réussir à mettre tout ça progressivement en place. Donc on a eu un charcutier qui s'est arrêté parce qu'il avait trop de travail avec le Covid. Donc du coup, il y a une difficulté aussi, c'est de trouver d'autres artisans qui vont venir proposer. Mais voilà, on travaille avec tout ça. À côté de ça, on a aussi des ateliers de réparation. Donc au départ, il y avait un repair bistrot qui avait été mis en place pour faire connaître l'association, qui a été mis un petit peu en stand-by depuis l'ouverture de la recyclerie, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus tout en même temps. Et ça repart tout doucement, ça va repartir tout doucement, ça repart tout doucement à partir de 2021. On a aussi des repères vélo. On a 3 ou 4 passionnés de vélo et on propose à peu près une fois par mois cette activité. Donc les gens peuvent venir avec leur vélo, on les aide à réparer et on a eu une subvention aussi pour l'achat de matériel, ce qui nous a bien aidé parce que les vélos, voilà, c'est pas si facile. Moi je sais, heureusement qu'on a des spécialistes, hein, parce qu'on a chacun notre spécialité. Donc voilà, on fait ça mensuellement et il y a à chaque fois une dizaine de participants qui viennent quand même. Donc tout ça, on tourne toujours encore une fois autour du lien. Et plus ça va, plus ça se sait et plus ça augmente. Après, on a un café associatif pour les adhérents et qui nous permet justement pas mal de rencontres. Ça se passe, on a beaucoup de monde qui vient justement les vendredis soirs lors du marché. À côté de ça, on accueille des structures aussi. L'IME des Barbusières, le CESAC de Saint-Phil et le PMS Le Jeune. Alors on leur prépare des petites choses qui vont démonter, ça leur permet d'avoir un accès un petit peu à un travail. Ils vont démonter des objets électroniques obsolètes. Ça va permettre de séparer le plastique, la partie électronique. On va leur donner aussi des jeux à trier. Voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qui leur permettent d'avoir un temps en dehors de leur bâtiment, de leur lieu habituel, et ça crée tout doucement un petit peu de lien aussi. Ensuite, on a des projets en devenir, éventuellement peut-être une radio locale qui viendrait. On a aussi quelques lieux dans le bâtiment où on peut recevoir des artisans qui peuvent essayer qui créent, et on a une petite partie dans nos locaux où ils peuvent mettre en vente. Et on a aussi des événements culturels, évidemment, où des gens viennent chanter, faire de la musique. On a aussi le bal à peu près qui va venir. Et voilà, on essaie d'organiser tout doucement ce genre de choses qui nous amène de plus en plus de monde. Et un de ces jours, on va avoir des problèmes de parking, quoi. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Beau modèle pour nous. Merci. Barre et haute. On a entendu donc le lieu, le lien. On pourrait aussi ajouter le temps, puisque visiblement ça compte beaucoup, l'importance du temps. J'ai passé la parole à Arthur, donc de Tout Terrain, qui est concierge de la distillerie des Initiatives depuis mars.
pour le laisser expliquer la raison en fait de cette conférence inaugurale. Donc on inaugure en fait le Festival des initiatives. Donc je vais laisser Arthur raconter la mission de Tout Terrain et expliquer la raison de l'organisation de ce festival qui n'est pas juste un festival. Oui, en fait, vous l'aurez compris, on a pensé que ça serait assez intéressant de pouvoir reprendre un peu le fil de l'histoire de la distillerie pour se dire un peu d'où ça vient, donc l'histoire ancienne, mais aussi l'histoire récente. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de la Cité des compétences, de la distillerie, qui ne savent pas très bien où elle est, et on trouvait important de peut-être reprendre ensemble avec les partenaires, les porteurs de projets, les élus, essayer de se mettre un peu tous d'accord sur ce qu'est notre histoire. Et puis, du coup, de démarrer aussi ensemble la nouvelle histoire qu'on a commencée en mars dernier. Donc nous, on a répondu Tout Terrain. Donc on est une société d'architecture de l'économie sociale et solidaire. Donc moi je suis architecte, mes associés sont médiatrices urbaines, urbanistes. Et on a une sensibilité un peu aux projets particuliers. Et ce projet, quand on a vu l'appel d'offres passer, il nous a tout de suite interpellés, intéressés. On venait de créer la structure au mois de janvier et on y a répondu au mois de février, je crois. Et donc depuis le mois de mars, on a imaginé un processus donc, qui va durer une année et qui est vraiment pour nous un temps, le démarrage de quelque chose. On se voit un peu comme des passages de témoins entre le bâtiment qui était fermé et puis ce qu'on aimerait voir s'y développer à partir de maintenant et surtout pour plus tard. Donc on a imaginé trois formats qui nous permettent un peu à la fois de faire lien, donc de rencontrer des gens, des associations, des porteurs de projets, et puis de faire lieu, donc d'aménager le lieu, d'envisager des travaux, de faire un diagnostic, d'obtenir des autorisations pour devenir ERP, enfin un peu les sujets que les architectes ont l'habitude de traiter. Et donc, moi je suis présent, donc je me présente comme le concierge du bâtiment. Donc, je suis présent tous les lundis, en permanence architecturale. Donc mon bureau est installé ici et je suis disponible pour rencontrer les gens qui ont un projet, une envie, une question, qui souhaitent visiter ou s'investir dans le lieu. Et en parallèle de ça, on a imaginé des temps un peu plus festifs qu'on a appelés les fins de semaine. Et le festival est un peu une grande fin de semaine. Alors les fins de semaine, l'idée c'est de tester petit à petit, chaque mois, de mettre en place un événement, plutôt un week-end, pour rencontrer le plus possible de gens, et de tester des partenariats avec des associations, des artistes, tous les gens qu'on rencontre, et de leur proposer d'organiser avec nous un événement, et de s'installer dedans, dehors, en bas, en haut, à côté, pour essayer de vraiment expérimenter le bâtiment, voir ce qu'on peut faire dès maintenant, ce qu'on a envie de faire, ce que les gens aiment, n'aiment pas, ce qui marche pas. Vraiment une espèce de grande expérimentation qui se déroule dans le temps. Et puis le dernier format qu'on a imaginé, c'est les ateliers. Donc là, c'est plutôt pour faire lieu aussi. C'est des temps où on a aussi nos réunions avec les élus, où on peut mener un aménagement particulier, ou créer une maquette. Enfin, c'est vraiment un temps où on se réunit, l'équipe de Tout Terrain ici, et avec les gens qui nous accompagnent pour le projet. Et puis donc, comme le Covid nous a un peu retardé et qu'on aurait aimé faire plus de choses depuis le début de l'année, on s'est dit que le Festival des initiatives était un bon moyen, plutôt que de raconter le projet, d'expliquer aux gens ce qu'on veut faire, et c'est un projet compliqué, etc. On s'est dit que le mieux, c'était d'essayer de faire la démonstration de ce qu'on pourrait faire ici, en oubliant qu'on n'a pas l'électricité partout, qu'on ne peut pas accueillir du public partout, mais de regarder ensemble, avec tous les gens qui ont envie d'essayer avec nous, ce qu'on peut faire et ce qu'on pourrait faire pour l'avenir ici. Et donc on a imaginé cette programmation que nous, on a chapeautée, et on a laissé la place à tous les gens qui souhaitaient s'y investir pour mettre en place l'exposition avec les artistes locaux, pour
faire un spectacle, pour organiser un concert, pour organiser des ateliers de formation. Et on attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée des usagers, des habitants, pour expérimenter avec nous le lieu, faire cette espèce de répétition de ce que pourrait être le lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et là, on le met en place pendant 4 jours, mais notre souhait, c'est qu'après nous, les gens qui nous rejoignent aujourd'hui ou qui nous rejoindront plus tard fassent vivre ce lieu le plus possible, qu'il soit ouvert à tous, qu'il reste aussi gratuit d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'en faire un équipement payant, un lieu, il ne s'agit pas de le privatiser complètement, c'est pas le projet. Et d'essayer comme ça de se donner tous envie de prendre le relais du projet, et qu'à la fin de notre mission qui va se terminer en mars, il y ait des gens qui aient envie, il y ait une structure qui se crée, il y ait des budgets qui puissent être alloués, et que, fort de cette répétition qu'on fait ce week-end, tout le monde sache un peu où on va et quelle est l'idée de cette distillerie des initiatives. Donc on vient de retracer une partie de l'histoire de la distillerie anciennement Seguin, nouvellement des initiatives. Maintenant, on pense à l'avenir, alors ça peut tout aussi bien être demain. Et pour ça, on a besoin de vous, alors autant élus, techniciens de la communauté de communes Sud-Ré-Atlantique, mais aussi vous et peut-être surtout vous, habitants de cette communauté de communes, que vous soyez artistes, peintres en bâtiment, menuisiers, peu importe. Vous êtes tous conviés à participer à ce festival des initiatives pour imaginer la distillerie de demain, celle qui en fait vous servira autant que possible. Pour amorcer le débat, puisque oui, vous n'êtes pas là pour rien, il faut savoir que la communauté de communes a le souhait en fait de rassembler 3 axes dans la programmation de la distillerie des initiatives. Il y a l'économie, on en a beaucoup parlé, le social et aussi la culture. On se demande comment faire se rencontrer ces 3 axes. Est-ce que la porosité est possible? Et si oui, comment, d'après vous? Alors, intervenants, vous êtes invités à répondre aussi. Alors c'est vrai que ça, je l'ai lu dans le document qu'on a reçu, et ça fait tilt. Je ne sais pas si ça t'a fait tilt aussi. Ouais, bon. Alors nous au tout départ, c'était vraiment une activité économique autour du réemploi, d'objets qui pouvaient resservir, qu'on voulait avec lesquels qui reprenaient vie. Et le projet a avancé, et c'est vrai que d'autres choses se sont ajoutées à ce projet, la base qui était économique. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu le lien social. Et ça, on s'en rend compte vraiment tous les jours, parce que c'est un lieu qui est ouvert. Les gens peuvent faire juste un petit tour, proposer ce qu'on disait, s'ils ont des idées. On est à l'écoute. Le café associatif a été dans ce sens-là. Des personnes du territoire, on a été témoins de nombreuses fois de rencontres sur le lieu. Et c'est vrai que ce type de lieux ont eu tendance à se réduire. Moi, je me revois enfant, moi je viens d'Anjou. Il y avait les cafés. Pour ma génération, j'ai l'impression que ça s'est un peu diminué. Et là, le fait de recréer un lieu comme ça, toute génération, c'est quelque chose d'assez fort et d'important pour la communauté, pour tous. Après, le lieu, il faut qu'il soit accueillant, donc c'est vraiment aussi les personnes, il y a les murs, et un lieu, c'est aussi les personnes qui font ce lieu. C'est vraiment l'envie d'accueillir, d'accepter l'autre avec ses différences, et de l'inclure. Alors c'est vrai que dans l'association, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont passées depuis le début, qui étaient aussi des fois un peu cassées, un peu comme les objets qu'on pouvait recevoir.
Et j'ai des images en tête de personnes qui sont arrivées. Et là, on arrive sur le côté social, qui n'était pas forcément dans les statuts du projet à l'origine, mais qui s'est rajouté au projet, puisque des gens se sont reconstruits sur du temps bénévole, des gens qui étaient un petit peu perdus au niveau professionnel, des gens qui avaient fait des burn-out, des crises de la quarantaine, où on ne sait plus trop ce qu'on veut faire de sa vie. Et comme le lieu était ouvert, qu'on pouvait lui donner du temps, il y a plein de tâches à faire qui sont assez simples. On les orientait aussi sur des choses qui leur plaisaient ou qu'ils avaient envie de faire, de la création, de l'artistique. Et le social, on s'est rendu compte, ces personnes-là sont reparties. Ils avaient investi notre lieu et puis petit à petit, ils ont reconstruit parce qu'ils se sont reconnectés avec une énergie, un collectif et des possibilités. Et donc là, on rejoint, c'est vrai tu parlais de ces 3 axes. Et quand je vois le lieu où on passe des heures dans ce lieu parce qu'on l'a porté au début, on le porte et il nous porte aussi. Et ces 3 axes, je crois qu'on les a, et sans les avoir pensés au début. Je crois que c'est beaucoup aussi grâce au marché, au café associatif, parce que tout ça, ça permet de regrouper des gens. Et on voit, il y a certaines personnes qui viennent nous voir, ils n'achètent rien, ils ne vont pas forcément au café, ils viennent juste discuter, on vient faire un tour et puis on repart. Et puis des gens qui ne viennent qu'au marché ou des gens qui ne viennent qu'à la musique. Mais ça fait quand même un gros brassage tout ça. Et c'est bon, l'achat, des fois, il va être oh bah tiens, je vois ça, je le prends. Mais ils vont pas venir forcément à la recyclerie. Ils viennent, enfin, pas forcément pour l'achat dans la recyclerie. Ça va peut-être se faire, mais pas forcément. Et c'est là où on voit bien la mixité et le lien qui s'est créé grâce à tout ça. Et le contexte actuel, au fait, a compliqué les choses, puisque les interactions sociales se sont trouvées quand même très limitées. Et on a eu des retours, parce qu'on a été obligé de fermer 3 fois successifs, 3 fois, aux 3 confinements de 2020-2021. Et les personnes fidèles ont senti un manque du lieu. Alors moi, j'espère que pour cette aventure, ce bâtiment, moi, que je découvre aujourd'hui, vous réussirez à trouver une solution pour recréer ce qu'on a fait sans vouloir tout ça qui nous est arrivé. Merci. Hop. Je me démasque. Oui, je voulais rebondir sur cette question. Je trouve qu'un des vrais enjeux que vous avez ici, c'est que vous avez un bâtiment qui a une unité architecturale qui est assez incroyable. Et vous avez des projets qui sont pluriels. Il y a 3 axes, et puis c'est difficile en fait de se dire comment on va investir un lieu et sans le dénaturer. Et du coup, faire cohabiter ces 3 axes, ça pose et ça demande de prendre le temps de se dire comment on fait cohabiter ces axes. Est-ce qu'on les met côte à côte? Est-ce qu'on les met les uns par-dessus les autres? Et du coup, je pense que ça invite à penser le lieu toujours dans une unité, et derrière cette unité-là, de ne pas se dire qu'il y a un coin pour les uns, un coin pour les autres, et de réintroduire une notion que moi je trouve très importante et qui fait le lien pour moi entre économie sociale et culturelle, c'est la notion de négociation. C'est comment on négocie, mais dans le bon sens du terme, la présence de l'autre, la présence de soi. Et du coup, moi, à chaque fois que je pense à ce genre de lieu qui investit les 3 axes, je pense toujours à cette... je fais une digression, mais je la trouve importante. Quand par exemple, on commerce dans une médina, on dit toujours que c'est au-delà de on achète quelque chose. On prend le temps de discuter, on négocie, on joue, et derrière, ça devient un acte culturel. Et en fait, derrière cette chose simple de l'économie, avec ces lieux-là, c'est comment réintroduire ces 3 valeurs qui sont prendre le temps de faire de l'échange et de construire une culture de l'échange, donc de la négociation dans le lieu. Et donc voilà, je voulais faire cette petite discrétion pour témoigner.
vais partir sur un terrain totalement différent, mais je trouve que ça illustre bien ce que peut être un tiers-lieu ou la distillerie des initiatives, parce qu'on parle de la même question. Et je vais aller sur un terrain très différent, qui est celui de l'économie. J'ai le sentiment, l'espoir, la conviction que le monde est à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que ce cycle où on a mis la main-d'œuvre du monde entier en concurrence directe, où on a ouvert les frontières, où on a exporté le travail et la pollution dans les pays d'Asie pour ne faire ici théoriquement que du marketing et de la conception. On a dévalorisé le travail dans nos pays occidentaux, ce qui est une catastrophe. On en mesure aujourd'hui les effets. Il me semble qu'on est à la fin de ce cycle-là et qu'on est en train de vouloir relocaliser la production, relocaliser le travail. Et pour relocaliser le travail, il faut lui redonner de la valeur symbolique. Et je trouve qu'un lieu comme celui-là peut servir aussi à ça, c'est-à-dire à retrouver des gens qui au travers de la fréquentation et du croisement de gens qui sont salariés, d'autres qui sont loin du travail, d'autres qui sont dans des métiers culturels ou qui sont simplement bénévoles, etc. Recréer ce lien et redonner de la valeur au travail qui me semble aujourd'hui un enjeu majeur pour nous, pour notre indépendance économique, etc. Donc vous voyez, je pars très très loin, hein. Mais il me semble que ce lieu-là peut être symbolique aussi de ce mouvement dont on a tous besoin pour retrouver du confort de vie, de l'indépendance, de la satisfaction de vivre ensemble. Carrément. Justement, on vient d'évoquer le terme tiers-lieu. Alors, quel serait pour vous le tiers-lieu, la distillerie des initiatives demain ? Y a-t-il des réactions dans le public, dans les intervenants ? Parce qu'on est en présence d'artistes qui sont venus nombreux aujourd'hui. Vous qui expérimentez le lieu avant tout le monde, en fait, finalement, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience ? Est-ce que vous voyez un futur entre vous et la distillerie des initiatives ? Je vais passer le micro. Bonsoir, je m'appelle Christine Mendès. Donc moi oui, parce qu'au départ, quand j'ai vu, c'était sur Facebook, j'ai vu donc les portes ouvertes. C'est la première fois que j'entendais parler de ce lieu, parce que j'habite à Fresnay que depuis 2 ans. Et donc oui, j'ai tout de suite pensé à moi, parce que j'étais en train de m'installer en tant qu'artiste et que je me disais que ça pouvait être aussi bien un lieu pour connaître d'autres artistes, faire organiser des événements ou des ateliers ou toute autre chose, mais aussi éventuellement d'héberger des ateliers pour artistes. Donc c'est pour ça que voilà, moi je me suis inspirée de ça. Et puis c'est vrai que le lieu et tout ce qui est autour, l'idée sociale et culturelle et économique, je pense que c'est tout lié. Et qu'il y a tellement de potentiel qu'il n'y a plus qu'à, quoi. Donc oui, moi je vois, nous en tout cas, on s'est en plus rencontrés, moi je connaissais aucun des autres artistes. Et puis on a fondé un bon groupe et je pense qu'il y a aussi, il y a une bonne atmosphère, une bonne volonté. Et oui, je pense qu'on est partant, en tout cas. Oui, donc je suis aussi l'un de ces artistes et je voudrais remercier l'équipe de Tout Terrain de l'accueil qu'ils nous ont fait, parce que c'était vraiment très, très, très agréable. Effectivement, comme disait Christine, c'est pas si fréquent que ça que 8 artistes qui ne se connaissent pas s'entendent. C'est même souvent plutôt le contraire. Et donc ça, c'était effectivement quelque chose c'est une bonne, heureuse découverte. Mais ensuite, nous avons été invités par l'équipe, puisque nous avons fini les installations de nos tableaux, à déjeuner avec l'équipe. Et c'est là qu'on a effectivement commencé à échanger sur tous les projets, qu'on a commencé à comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants. Et effectivement, ça, vous l'aviez dit, que les conditions de l'accueil sont parmi les choses les plus essentielles pour faire fonctionner ce lieu. Sinon, effectivement, je trouve aussi très intéressant que vous ne pensez pas qu'il y a 3 dimensions qui sont côte à côte.
économie sociale, culturelle, effectivement, moi je suis par ailleurs un ancien sociologue du travail, et donc le fait de redonner sa valeur au travail, voire même sa noblesse au travail, il y aura là aussi quelque chose à faire entre art et travail. Bonsoir, je fais partie aussi du groupe. J'ai eu le bonheur ou la chance dans les années 82-85 de venir visiter cette entreprise à l'époque où j'étais commercial, et j'ai senti les effluves et peut-être le champignon qui pourrissait aux alentours, et je garde un souvenir très ému. Je l'ai dit tout à l'heure à monsieur le maire et à monsieur No, que j'ai croisé par ailleurs, que ça reste un bon souvenir d'une ambiance alors, qu'on pourrait penser datée, parce que les bâtiments ont une architecture qui laisse à penser qu'ils sont assez âgés, mais dans ces entreprises-là, et j'en ai connu moi dans mon métier, des entreprises qui ont une âme, dans lesquelles les gens se côtoient, se connaissent, se sentent, s'engueulent, mais là où il y a une dimension humaine incomparable. Et si vous avez la possibilité, en effet, au travers des 3 dimensions, de mettre en place un projet où les gens se ressourcent, où ce soit un lieu de ressources, et qui diffuse un flux positif dans les veines des gens, ce sera magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, volonté de... Oui. Bonsoir à tous. Donc Patrick, je m'occupe d'initiatives aussi, parce qu'en fait c'est l'association Initiative Loire-Atlantique Sud, et donc on aide les créateurs d'entreprises à commencer ou à reprendre une entreprise. Et alors moi je voyais le côté plus économie, hein, la première phase. Je ne suis pas très artiste moi-même, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'il y a très très longtemps, enfin, je dirais quelques années, on était parti avec la Cité des compétences, sur un projet peut-être un peu plus économique au départ, en disant effectivement, ça serait un lieu où on pourrait réunir de la formation, de la création d'entreprise, du coworking. Voilà. Alors, donc après derrière, effectivement, je trouve plutôt sympa de partager ce lieu avec des créations qui ne sont pas uniquement économiques, mais aussi artistiques, d'accord, et culturelles. Donc c'est très bien. Mais malgré tout, est-ce que vraiment il y aura une place, je veux dire physiquement parlant peut-être, pour effectivement assurer la cohabitation entre la formation, qui est quand même importante, le besoin de formation qui est important, le besoin, alors je parle, il y a Pôle emploi éventuellement qui pourrait être concerné, tout ça, parce que c'est vrai que nous, si on a un lieu de formation, un lieu Pôle emploi, un lieu créateur d'entreprise, dans un cadre super sympa, parce qu'il y a un peu de culture, il y a un bar, il y a des animations culturelles, ça serait super. Mais par contre, je n'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu vraiment ce côté rassemblement des forces vives pour l'économie. En fait. Je rejoins un petit peu, parce qu'effectivement c'est le projet initial et il n'est pas question de perdre de vue, et l'enjeu c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'enjeu c'est d'être capable de mixer ces milieux-là. Je l'ai dit avec l'histoire des cravates, des dreadlocks, etc. Pour moi c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est un vrai enjeu social, c'est un vrai enjeu économique et de formation. On n'a pas assez parlé de formation, il y a Jamie Lefebvre qui est là, qui dirige un des principaux établissements scolaires de Machecou. Machecou, 3500 enfants scolarisés sur une population de 7800 habitants, c'est énorme. C'est-à-dire qu'un des points très forts de ce territoire, c'est l'enseignement. On peut élargir à la communauté de communes d'ailleurs. Et ces forces-là doivent se réunir dans cet endroit-là. Les entreprises, les lieux de formation, et trouver ensemble les moyens de progresser. Et effectivement, je rejoins tout à fait, il n'est pas question de mettre l'économie de côté. Il s'agit bien de réunir ensemble le monde culturel, faire du social, faire du retour à l'emploi et soutenir le monde économique du territoire. Il n'y a aucun doute. Ok, merci. Angélique, qui est présente ici, a monté une association
justement suite à la rencontre du lieu, de la distillerie des initiatives. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour témoigner. Bonsoir. En fait, donc, je m'appelle Angélique Murs, j'habite à Saint-Même. J'ai découvert en fait ce projet-là au hasard sur un article qui était paru dans le Courrier du Pays de Retz, je crois. Je ne sais plus où j'ai vu ça en fait. Mais avant que... Enfin, j'ai contacté, je vous ai contacté, je ne sais plus votre nom, excusez-moi, mais je vous avais appelé parce que en fait, je faisais partie de l'association de la Motocochon, qui n'est plus une association actuellement. Et du coup, c'est aussi un lieu, donc un café associatif, qui réunissait où les gens se sentaient à la maison. Bon, beaucoup n'osaient pas rentrer dans les lieux parce que ça faisait un peu privé, c'est un vieux café, donc il y a beaucoup de gens qui étaient un peu frileux à l'idée de rentrer. Mais en tout cas, pour ceux qui rentraient, ils ressortaient tous avec cette impression de quelque chose de facile, où le lien, où les gens se mêlent, où il n'y a pas de jugement, où c'est facile et où on s'y sent bien en fait. Et quand j'ai vu ce bâtiment-là, tout de suite j'ai projeté quelque chose comme ça un petit peu, un mélange. En plus je connais peu Machecoul, mais je trouve qu'il y a un mélange de gens en fait aussi au sein de la commune qui ne se rencontrent pas forcément. Et où je me dis que c'est justement un lieu qui permettrait aux gens de se rencontrer, où il y a aussi la chance sur Machecoul d'avoir l'espace de Ray, qui permet aussi aux gens à la campagne d'avoir accès à la culture. Pour autant, je ne suis pas sûre que tout le monde accède à la culture dans des salles comme ça, en fait. Et en tout cas, moi, ce qui me plaisait à la mode, c'était aussi d'offrir différentes choses à n'importe qui à des prix très abordables, en fait, aussi. Et donc, c'est aussi ça que je vois dans ce lieu, avec tout le reste dont vous avez parlé. Merci. Y a-t-il d'autres... Oui. Moi, je viens avec mes sujets bassement matériels, mais je crois qu'il y a 2 ans, quand on en a parlé, j'avais évoqué le sujet. On ne peut pas y mettre 3-4 logements pour accueillir les travailleurs qui cherchent des logements à Machecoul, donc comme un sas d'arrivée à Machecoul, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, nous, on serait favorables. C'est le travail de tout terrain, justement, d'analyser les besoins, de regarder ce qui est faisable. C'est vrai qu'on a un vrai problème de logement sur la commune, c'est une évidence, en particulier de logement transitoire, et tout à fait. Donc il y a une offre du RJT, mais qui aujourd'hui n'est pas suffisante, on le sait bien. RJT ou résidence de jeunes travailleurs, ça fait partie des choses sur lesquelles, enfin, voilà, le choix qui a été fait avec le CAUE et Charlie, c'est effectivement de ne pas prédéfinir un lieu, mais c'est de progressivement arriver à faire émerger le besoin qui pourrait être rempli par ce lieu-là. Je crois le formuler à peu près clairement. Et donc, ça nécessite que les différents acteurs qui ont des besoins à faire valoir, celui-là, il est connu, viennent le manifester auprès d'Arthur et auprès de tout terrain, de manière à ce qu'on puisse collecter tout ça et on puisse regarder comment tout ça peut s'articuler dans cet ensemble de bâtiments qui est superbe et qui ne demande qu'à vivre. Un nombre d'années, il n'y aurait pas de problème de remplissage. Oui, c'est clair. Hein. Donc, ça doute. Voilà, mais pour que ça soit cohérent avec le projet, peut-être, comme tu disais, faudrait peut-être que ça soit vécu comme un sas et pas comme un logement dans lequel on reste 2 ans. En tout cas, je suis à peu près sûr que ça serait rempli 100%. Oui, ça s'entend tout à fait. Oui. Merci. Avec ce micro, peut-être, oui. Oui, je crois d'ailleurs, David, tu fais bien de rappeler ça parce qu'effectivement, on l'a souvent évoqué, cette possibilité. D'ailleurs, quand on avait fait travailler les étudiants architectes de 4e année, et on leur avait proposé d'évoquer différentes pistes, la piste de l'habitat était ressortie. Et on parlait d'économie avant. S'il y a bien un mot qui signifie l'habitat, c'est l'économie, parce que la racine d'économie, c'est l'oikos, c'est la maison, et c'est la façon de la vivre et de la gérer. Donc, il n'y a pas de dissociation, à tel point que ce vivier de Machecoul, moi je le vis de l'extérieur, mais tout en m'y engageant depuis un certain nombre d'années maintenant, on va dire depuis une 20aine d'années, eh bien, a produit des choses
qu'on oublie quelquefois, mais qui sont précurseurs, qui sont le terreau sur lequel peut aujourd'hui croître le projet dont on parle, ou les projets dont on peut parler. C'est bien des chefs d'entreprise associés à des élus et à un certain nombre d'acteurs qui, il y a 20 ans, lançaient la plateforme d'initiative locale dont Patrick nous a parlé, et qui est née ici, à Machecoul, le G-Safilbert, mais c'est sorti de Machecoul. C'est ici que nous avons imaginé les résidences de jeunes travailleurs à l'échelle du territoire. Nous avons aujourd'hui 5 résidences de jeunes travailleurs, 100 places, plus 25 places chez l'habitant. Et donc, ce que tu évoques, David, est un prolongement, effectivement, de ce que nous avons fait depuis les années 2003-2004 en matière d'accueil des jeunes qui ont ou qui cherchent un emploi. Red Sagir est une association qui est née de la volonté des associations, mais aussi des élus et des entreprises locales. Et on pourrait comme ça multiplier les initiatives qui, depuis les 20 dernières années, ont vu le jour, et aujourd'hui créer le terreau, le substrat sur lequel peut se développer le projet dont on parle. Les tiers-lieux, on n'en parlait pas il y a 3 ans, et à mon avis, on n'en parlera plus dans quelques années, parce qu'il y a des effets de mode pour nommer les choses. Mais à mon avis, ce qu'on a fait dans d'autres domaines associatifs ou d'initiatives locales peut ou aurait pu s'appeler tiers-lieu, si à l'époque le tiers-lieu avait été un concept comme celui qu'on définit aujourd'hui. Donc, je pense effectivement que ce qui peut se passer ici, et la richesse de ce qui se passera ici, c'est, comme l'a dit Laurent, que cela ne soit pas figé et écrit d'avance, et que la place soit laissée à ceux qui veulent créer. C'est toujours difficile ça, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais comme le disait Charlie Forti tout à l'heure, eh bien, c'est de la négociation. On est un espace de négociation. J'ajouterais que la Comcom joue son rôle dans ce domaine. Je ne fais pas de pub pour la communauté, mais il faut le dire quand même. La Comcom a mis dans la recyclerie pour l'achat et les travaux de rénovation 200 000 €. Et justement, parce qu'on s'est dit que ça ne pouvait pas continuer de cette façon et que les gens avaient pris des initiatives, qu'il fallait changer de braquet. Alors on a proposé à l'association de signer un bail amphithéotique de 20 ans et de nous faire une programmation d'investissement sur 20 ans égale à l'investissement consacré à ce projet par la collectivité depuis 3 ans. Autrement dit, 200 000 investis par la collectivité, et l'association a présenté un projet d'investissement sur 20 ans de 230 000 €, avec un bail amphithéotique, en disant ça reste propriété de la collectivité, mais c'est un projet d'économie et social sur lequel des gens vont être capables de porter le projet sans que la collectivité soit toujours ici présente dans un schéma classique et qui est un schéma aujourd'hui dépassé. C'est-à-dire que quelle est la place pour l'initiative privée, collective, dans l'espace de développement d'un territoire. Et là, je crois qu'on est en train d'y toucher, et ici va être le lieu de ce genre de développement aussi. Enfin, on en a parlé souvent avec Alain, notamment au niveau des bâtiments de cette communauté, avec Laurent, et on voit bien que c'est ce qui se dessine aujourd'hui à travers la cité des compétences, cité des initiatives, Seguin. Le réveil des anges. Oui, il nous a bien réveillé l'ange. Merci à vous tous et toutes pour votre participation. Le Festival des initiatives, c'est donc le moment justement pour parler de toutes ces initiatives qui sont concrétisées dans le festival ou à venir. Et c'est tout l'enjeu, c'est de poursuivre la récolte, de faire ensemble ce projet de distillerie des initiatives qui soit le plus adapté, le plus juste à son territoire et à ses habitants. Merci. Et du coup, on vous donne rendez-vous tout de suite pour un petit vin d'honneur de la communauté de communes à l'extérieur. Vous pourrez à cette occasion observer l'exposition des artistes qui sont quasiment tous là ce soir également. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre et à parler du festival autour de vous vendredi après-midi jusqu'à 22 h le soir, samedi toute la journée et dimanche aussi jusqu'à
la fin d'après-midi. Donc le festival est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.